les nouvelles tendances, enfin, voilà, on a parlé de RSE tout à l'heure, de traçabilité, ces choses-là, et on voit bien qu'on a besoin de faire le lien entre l'amont et l'aval. Et c'est à ce titre-là qu'on a invité Monsieur Le Baillon, voilà, qui est spécialiste de la transformation numérique dans l'agroalimentaire, pour donner un petit aperçu des enjeux sur cette partie-là, sachant que, encore une fois, on y reviendra, on reparlera certainement un peu de la RSE comme c'était le cas dans l'atelier précédent, mais on en reparlera certainement parce qu'on voit bien que quand on raisonne numérique au niveau agroalimentaire, l'amont n'est pas loin, on a besoin d'éléments de traçabilité, de données. Voilà, ça paraissait pertinent en tout cas d'aborder cette question-là dans le cadre de B2Feed. Simon, the floor Ouais. is yours, comme on dit en anglais. Merci. Bonjour tout le monde. Bah, écoutez, merci déjà à l'Agence de développement économique. Merci à Griffe Sud-Ouest de m'avoir invité et de donner cette opportunité d'échanger avec vous. Voilà, la consigne que vous m'avez donnée, elle est pas évidente, parce que résumer en quelques dizaines de minutes, ce que le numérique peut apporter à l'industrie agroalimentaire, c'est une gageure tellement le numérique, je dirais, apporte à l'industrie agroalimentaire, et puis surtout tellement, le numérique il est déjà, présent, dans tous nos quotidiens, tellement il prend de formes diverses et variées. Et également aussi lorsqu'on parle de l'industrie agroalimentaire, bon, derrière ce terme aussi se cache, une hétérogénéité, des spécificités, des typologies très, très différentes. Voilà, chaque entreprise est particulière. Malgré tout, écoutez, je vais essayer, là sur le temps imparti, à la fois de donner une vision un peu générale, de prendre un petit peu de hauteur, tout en restant vraiment spécifique aux problématiques des industries agroalimentaires, et puis de garder aussi les pieds sur terre, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. Et donc donner, si possible aussi au maximum des exemples très concrets. Juste pour me présenter, donc je suis, alors est-ce que ça passe? Allez, change de diapo. Change de diapo. Tac. Il change de diapo. Donc je suis Simon Le Baillon. Je suis responsable produit chez Isatech depuis 6 ans, et auparavant je travaillais également 5 ans en agence digitale spécialisée dans le secteur agroalimentaire auprès d'industriels intervenant dans le domaine de la R&D. Voilà, ça fait une petite dizaine d'années maintenant que je travaille principalement, pas exclusivement, mais quand même principalement avec des acteurs des filières agroalimentaires. Quelques éléments, décidément, il veut pas. Voilà. Juste pour bon, il ne s'agit pas de faire de la publicité, hein, pour Isatech, mais c'est simplement une façon d'expliquer qui nous sommes chez Isatech, pour aussi expliquer un peu la teneur de notre propos. Forcément, on ne va pas être exhaustif, on ne va pas être impartial non plus. Donc c'est pour ça que je vous donne ces éléments-là, forcément pour comprendre aussi le contexte dans lequel nous on traite au quotidien avec les industries agroalimentaires. Donc on est une ESN, une entreprise de services numériques. On est aujourd'hui 300 collaborateurs à peu près, principalement sur la France et le Portugal. On a plus de la moitié de nos clients, quasiment les 3/4, qui sont maintenant dans le secteur agroalimentaire. On a d'autres activités en parallèle. On est partenaire Microsoft, on va revenir là-dessus juste après. Donc ça fait 40 ans qu'on existe, et puis surtout, on est aussi, pour moi c'est important, c'est le petit logo que vous avez à la gauche là, partenaire ProSci. ProSci, c'est un organisme international de certification sur ce qu'on appelle l'accompagnement au changement. On est une entreprise de services numériques, mais pour nous, en fait, l'humain est au centre de l'ensemble de ces projets. Pourquoi aussi? Parce que lorsque des projets informatiques rencontrent des difficultés, ça arrive malheureusement parfois. On se rend compte que c'est rarement lié à la technique, c'est pas toujours lié à la technique, mais c'est souvent plutôt lié à des problématiques organisationnelles ou sociales. Donc c'est pour ça aussi qu'on a en notre sein 2 docteurs en sciences humaines et sociales. Donc même si on est une entreprise de services numériques, voilà, on intervient dans des contextes socio-techniques, et l'humain est toujours là.
Donc ça me paraissait important de rappeler ces éléments-là. Donc comme je vous le disais, nous on est une société qui on a fêté nos 40 ans l'année dernière. Je vous ai mis ici quelques clients, c'est plus pour illustrer en fait l'hétérogénéité, hem, des acteurs de l'industrie agroalimentaire avec lesquels on intervient. Nous, je dirais vraiment l'ADN ou le profil type des clients avec lesquels enfin, avec lesquels on travaille, de nos clients, sont vraiment plutôt des PME familiales qui vont être dans la fourniture des grandes et moyennes surfaces. Je vais essayer d'utiliser au minimum les acronymes métiers. Reprenez-moi si j'en utilise parfois. Donc vraiment la grande majorité de nos clients, ce sont des PME. PME du secteur agroalimentaire, fournisseurs de la GMS. À côté de ça, on va aussi travailler avec des plus grands groupes. Bon, on ne travaille pas avec les énormes groupes internationaux, mais des groupes européens ou nationaux. Ouais, je pense que vous pouvez avoir quelques marques connues comme Fleury Michon, Royal Canin, même le Est-ce groupe que, est-ce que ce Duf. sont des... tu dis que vos clients sont des PME parce que c'est eux qui ont besoin, sont eux qui ont besoin enfin, qui externalisent les aspects informatiques en l'occurrence. Et est-ce qu'on peut dire que les grands groupes se débrouillent par eux-mêmes Oui, alors il y a ça, il y a aussi une segmentation, budgétaire et puis aussi une segmentation technologique qui est forte. C'est-à-dire que des grands groupes vont plutôt être sur, ce qu'on appelle des technologies, best of breed, vraiment des solutions, dédiées, hyper spécialisées avec des capacités d'intégration, en interne. Et donc on va avoir une partie, réalisation en interne qui va être nettement plus forte. Nous, les PME avec lesquelles on intervient, donc déjà, on va pouvoir apporter, des solutions, je dirais budgétairement accessibles. Alors après, tout dépend aussi de il faut être en phase, je dirais, avec son marché. Et puis, en effet, l'idée, c'est aussi de pouvoir, s'adresser à des PME qui ont pas forcément de direction des services informatiques, staffés avec, je sais pas 50, 30 personnes. Là, par exemple, si on prend nous là les quelques clients que j'ai indiqués ici, le groupe Coperl, c'est il y a beaucoup de monde, rien que la DSI, donc au sein du groupe Coperl, c'est plusieurs centaines de personnes. Donc on travaille avec eux sur des points hyper spécifiques, mais sur cette approche grand groupe, en effet, nous, on va pas forcément avoir une solution, une expertise qui s'adresse aux problématiques des grands groupes internationaux. D'accord. Et après là-dedans, donc en effet, comme je disais, beaucoup de clients qui vont être plutôt sur de la GMS, donc grande et moyenne surface, parfois qui vont travailler avec leur propre marque, parfois aussi avec des marques de distributeurs. Ça, c'est un vrai sujet dans les industries agroalimentaires. Mais ce qu'on voit aussi, c'est, alors même si le circuit de distribution classique, ou principal, je dirais, est celui de la grande distribution, bah, à côté de ça, on a aussi l'activité de la restauration hors domicile qui est très présente. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est une diversification des circuits de distribution, sur de la vente en ligne, sur de la vente directe, sur des places de marché. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate, qu'on observe et sur lesquels, les industriels avec lesquels on travaille nous sollicitent beaucoup pour les accompagner sur cette diversification, pardon, des circuits de distribution. Hop, j'avance pour rentrer dans le vif du sujet. Juste pour terminer quand même deux éléments sur Isatec. Donc comme je disais, nous on est, depuis 40 ans vraiment dans ce domaine-là. On va être, bien évidemment dans les réseaux et les organismes professionnels, qui vont travailler sur de la certification. Tu parlais Nicolas tout à l'heure de la filière, amont et aval. Donc en effet, nous on est, membre adhérent du pôle de compétitivité Valorial, qui est vraiment dédié, hem, aux industriels agroalimentaires, donc basés dans l'ouest de la France. Voilà, bon, ça je passe rapidement. Et puis, peut-être pour terminer, et c'est quand même une des particularités, c'est que, nous on intervient dans un domaine technologique qui est celui de l'éditeur majeur, du premier éditeur, logiciel, au monde qui est Microsoft, donc qui propose également des solutions professionnelles. Et donc finalement, ça, c'est le scope finalement de périmètre sur lequel on intervient. Après, ce qu'il faut intégrer, c'est que,
lorsque Microsoft conçoit des applications professionnelles, ils n'ont pas en tête le fait qu'on va s'adresser à des entreprises de l'agroalimentaire. Ils vont rarement dire bah, tiens, on va adresser spécifiquement des besoins liés aux professionnels des industries agroalimentaires. Donc, nous, notre métier, ça va être justement je ne vais pas dire de transformer, mais en tout cas d'enrichir, de faire en sorte que cette technologie standard, qui est celle éditée par Microsoft principalement, puisse répondre aux problématiques et aux enjeux spécifiques des industries agroalimentaires. On verra juste après quels sont justement ces enjeux, ces problématiques et comment on y répond. Là, je vais juste faire un petit parallèle vraiment technologique ou en tout cas sur la dimension numérique dans un contexte professionnel. Ce que je veux dire, ça s'applique aux industries agroalimentaires, mais je pense que ça s'applique à 90% des organisations quasiment. Hem, donc finalement, nous, on intervient sur 4 grands piliers qui sont ceux que je vais vous décrire ici en commençant par la partie droite. Le premier pilier aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin de communication au sein des organisations qui est extrêmement prégnant. On se rend compte que malgré le fait qu'on ait des automates, des robots, des bases de données, on a quand même encore besoin de pouvoir échanger comme on le fait maintenant en live, avec de la vidéo, via de la visio, via des supports de présentation, via des emails. Donc on a besoin de fluidifier toute cette capacité d'échange. Si on repense également, là, suite Covid, le boom du télétravail, bah, ça demande aussi de pouvoir, y compris dans des PME familiales, de pouvoir simplement mettre en place du télétravail et de permettre aux collaborateurs, alors bien évidemment on va pas forcément, penser aux opérateurs sur les lignes de production. Pour eux, c'est assez délicat de faire du télétravail. Et pour des dirigeants, pour des comptables, pour des équipes R&D, il faut leur apporter aussi cette souplesse dans le quotidien. Donc ça, c'est le premier pan, je dirais que c'est celui qu'on appelle, collaboratif, les applications collaboratives. Ce sont les applications, je pense que tout le monde connaît. Heu, ensuite, nous, on va intervenir aussi sur la mise en place de solutions, standardisées. Donc c'est ce qu'on appelle, désolé pour les acronymes, hein, le RP CRM et globalement dans ces PME, on va traiter ici tous les pans fonctionnels autour de la compta, autour du calcul de besoins. Le calcul de besoin, c'est, faire l'adéquation entre, bah, ce que je vais vendre, ce que j'ai besoin d'acheter pour vendre, sans éviter d'avoir, du surstock, des ruptures de stock et de m'y prendre, au bon moment surtout. Donc ici, on a tout un ensemble de calculs qui vont être clés pour, bah, le pilotage de la marge, l'optimisation des stocks, l'optimisation des coûts. Donc ça, c'est sur la partie ERP. On peut aussi intégrer toute la dimension, supply chain, tout le suivi des opérations de transformation, le pilotage des stocks. Tous ces éléments-là peuvent être, pilotés dans un ERP. Et puis il y a l'autre volet qui est le volet qu'on appelle, CRM sur la gestion de la relation client, qui va des opérations marketing jusqu'au service après-vente. Donc ces 2 plateformes-là, aujourd'hui, elles ont tendance à se rapprocher, voire même à fusionner autour de ce qu'on appelle un Digital Operation Platform. Désolé pour l'acronyme, désolé pour l'anglicisme, mais c'est un peu obligé dès qu'on parle de numérique. Donc ça, c'est notre deuxième pilier. Là, on vient adresser en fait, on amène des solutions, comme on dit, pérennes et robustes. C'est des gros morceaux qui peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses et ça demande quand même un certain investissement, en temps pour bien les maîtriser et en tirer l'intérêt qui est celui de piloter l'entreprise. Ces solutions, comme je vous disais tout à l'heure, nous on travaille avec des solutions qui sont éditées par Microsoft. Elles répondent à 80-90 des besoins dans les organisations, mais il y a toujours ce 10-20 qui reste. Et donc pour répondre à ce 10-20 de besoins fonctionnels, on utilise aujourd'hui ce qu'on appelle du low code, c'est-à-dire des applications web qui vont être hébergées sur le web, sur le cloud, qui permettent assez facilement de construire, un automatisme, de mettre en place un outil de reporting spécifique qui va être, propre à votre organisation, propre à votre entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on fait en permanence, automatisé, parce que c'est sur ces points-là, en fait, que les industriels aujourd'hui peuvent gagner de la marge, peuvent gagner de la productivité. Comment on passe moins de temps à faire certaines tâches, rébarbatives, parce que malgré tout, il y en a toujours. Et puis l'autre sujet, mais sur lequel je ne vais pas, m'étendre aujourd'hui, même s'il est essentiel
mais il est essentiel pour toutes les boîtes, c'est la dimension sécurité. Voilà, il y a tellement de cas de PME qui se font escroquer parce que, elles ont, récupéré un verre, parce que, elles se font, hameçonner pour débloquer leur système d'information en échange de rançon. Voilà sur la nous finalement qui on est et ce qu'on fait, les technologies qu'on utilise. Donc comme je le disais, ces technologies, donc là, on travaille avec Microsoft qui c'est un monstre franchement, c'est un monstre en termes de fonctionnalités, d'innovation, de périmètre, de produits. C'est juste, impressionnant. Donc là-dedans, nous, notre métier, ça va être de sélectionner, les éléments qui vont bien, parfois de les enrichir pour répondre vraiment, aux problématiques et aux spécificités des acteurs, enfin des PME même de l'industrie, agroalimentaire, qui sont nos clients, et ceux à qui, on va apporter le maximum de services pour les aider à répondre aux problématiques quotidiennes. Donc ici, j'ai listé, voilà 6 points, 6 défis, vraiment prégnants, récurrents qu'on va retrouver pour quasiment la totalité de nos clients dans les filières de l'industrie agroalimentaire. Le 1er point à prendre en compte, c'est qu'on est sur du vivant. Alors en même temps pour vous qui êtes sur l'amont de la filière, ça peut paraître évident. Quand on travaille dans la gestion, c'est pas forcément toujours évident d'intégrer le fait que, un produit, il peut évoluer, dans son cycle de vie, qui peut, perdre de l'eau, qui peut, changer de poids, qui peut, avoir une date de péremption, plus ou moins longue, qui peut avoir des conditions de conservation, délicates. Le fait que, je sais pas, dans les industries de découpe, par exemple, dans la viande ou dans les fruits et légumes, les unités vont être variables et que, parfois genre, je vais pas dire qu'1 kilo, c'est pas toujours 1 kilo, mais qu'une pièce normalement de 1 kilo, parfois elle va faire 998 ou 1001 ou voilà. Donc ce sont des éléments à prendre en compte sur la, c'est pas du matériau inerte tout simplement. Et ça, c'est extrêmement important, surtout lorsqu'on fait du contrôle de gestion, qu'on travaille sur des décimales, d'ajouter ces spécificités pour permettre, lorsqu'on veut piloter la marge, lorsqu'on veut piloter la rentabilité, de prendre malgré tout le fait qu'on travaille avec des produits vivants. Donc ça, c'est le premier point qui doit vraiment être intégré dans la culture et qui est intégré dans la culture et sur lesquels, parfois les industriels ont des difficultés à trouver des applications de gestion d'entreprise qui répondent à ça. Le deuxième point, qui est en fait un énorme levier de productivité, heu et en même temps, pour lequel il y a une obligation de réponse, c'est celui de la qualité. C'est vraiment une préconisation, complète et en même temps, ça peut être aussi, une charge. Alors malheureusement, on a vécu, plein de crises sanitaires. Je pense que malheureusement, on en vivra encore. Je pense que tous les industriels font le maximum pour les éviter, mais ça représente aussi une charge de travail, importante, une charge documentaire notamment, importante. Donc tout l'enjeu, il est surtout pour ces PME, familiales de se dire, comment on garantit la qualité? Comment on améliore cette qualité? Comment on la pilote? Tous les contrôles, les non-conformités, les déclarations, le respect des procédures qui est vraiment, très, 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 très présent, dans l'industrie agroalimentaire. Je pense qu'il l'est aussi sur les phases, amont. Heu, mais ça produit, beaucoup de documentation, beaucoup de beaucoup de procédures et il faut pouvoir les gérer et les qualifier. Sur la notion de traçabilité, un exemple, très concret, hein, lorsque vous avez, un fournisseur qui vous informe ou alors que vous avez un test, qui montre, un risque bactériologique ou autre, le point il est pas tant à un moment de pouvoir faire de la traçabilité, parce qu'on peut le faire. Le problème, c'est du temps que ça va me prendre pour, à partir d'un lot contaminé, remonter, à l'ensemble des, produits qui ont été, potentiellement, distribués dans X, dizaines, centaines, milliers de points de vente. Donc l'important, c'est le temps, l'efficacité, avec laquelle on va pouvoir, informer, sur l'ensemble de cette chaîne compte tenu de la complexité du circuit de distribution. Donc c'est vraiment là-dessus aujourd'hui qu'on fait la différence, permettre, à un industriel en
5 minutes à partir d'une problématique remontée par un fournisseur, de relister précisément l'ensemble des points de vente sur lesquels, les produits, concernés vont être disponibles et d'organiser des campagnes de rappel. Donc l'enjeu, il est vraiment aujourd'hui là-dessus, comment on évite d'avoir, on va y revenir tout le temps, hein, mais un équivalent temps plein, sur ce sujet. Ensuite, l'autre particularité, c'est la notion de supply chain. On va y revenir juste après compte tenu de la diversité des produits, en fait, sur lesquels on va travailler. Mais c'est vraiment aujourd'hui une recherche d'agilité, une recherche du juste à temps. Alors c'est particulièrement vrai, lorsqu'on va travailler sur du frais ou sur de l'ultra frais. Comment on évite de se faire de la comment dire? De la surcharge de travail, par exemple en optimisant le conditionnement et en faisant le conditionnement au dernier moment. Là, par exemple, on a un de nos clients, qui, bah, f en fait, diversifier ses circuits de distribution. Tantôt ça va partir sur de la RHD, tantôt ça va sur de la vente directe, tantôt ça part c'est chez des distributeurs, low cost et cette pratique, chacun va avoir sa propre demande de conditionnement. Donc pour éviter de préconditionner des produits pour avoir à les déconditionner en fonction des commandes, aujourd'hui, on a tendance à retarder au maximum, le conditionnement. Et une des demandes des distributeurs aussi, c'est de faire en sorte que, finalement les produits soient presque préconditionnés pour la mise en rayon, de façon à diminuer au maximum, alléger au maximum les opérations manuelles. Donc ça, c'est un point extrêmement important, l'agilité dans la supply chain, avec vraiment une concurrence parfois des chaînes logistiques internes, de la transformation, du conditionnement, de la gestion de la sous-traitance, qui demande elle aussi, également des processus de qualité, complémentaires. Hem, L'autre enjeu aussi dès qu'on parle d'informatique ou de numérique, en tout cas dans les industries agroalimentaires, c'est de pouvoir en permanence, suivre et adapter l'exécution du terrain. Comme je vous le disais, c'est la place des opérateurs sur les lignes de prod dans des conditions, et des contextes difficiles. Alors nous, on est plus orienté informatique de gestion et moins, informatique indus ou informatique de production. Néanmoins, on va interagir avec, des opérateurs qui, peuvent être sur la fabrication de recettes, dans des univers, dans des atmosphères, contrôlées et lorsque, vous devez utiliser un outil qui va vous suivre, qui va vous donner les instructions à réaliser pour faire une recette, et que vous êtes en environnement froid, que vous avez des moufles et des gants, si, les informaticiens qui conçoivent les applications intègrent pas ces éléments-là et vous donnent, un clavier alors que vous avez des énormes gants, bon, c'est forcément pas adapté. Donc tout cela, ça demande aussi, vraiment de répondre aux spécificités, de l'industrie agroalimentaire pour avoir des applications qui soient, ergonomiques et qui permettent aussi de remonter, toutes ces informations du terrain finalement sur, ce qui se passe sur les chaînes de prod pour pouvoir, mesurer ensuite, la rentabilité précisément, la rentabilité, le calcul de la marge. C'est vraiment l'élément qu'on a en permanence, alors aussi parce que, nos interlocuteurs sont, chez nous plutôt des directions, administratives financières, des directions générales de PME et voilà, le nerf de la guerre, c'est de retravailler sur la marge, surtout sur ces temps d'inflation ou trouver, des marges de manœuvre pour permettre à l'entreprise de survivre et voire même idéalement de croître. Les 2 derniers points, qui sont peut-être plus, je dirais, positifs, en tout cas qui laissent entrevoir de belles perspectives d'avenir, c'est la notion de connectivité pour répondre vraiment à cet enjeu-là de pilotage, par la marge. Ça demande de, pouvoir valoriser, la donnée. Parce que, c'est cette donnée, c'est cette maîtrise de la donnée, qui permet, en toute logique, de prendre les meilleures décisions, de pouvoir savoir précisément, où ce qui coûte, ce qui rapporte et donc de pouvoir, pour un gestionnaire d'entreprise, prendre les bonnes décisions. Mais ça suppose de ne pas passer non plus trop de temps à collecter et à traiter ces données. Hem
voilà, aujourd'hui, il y a des capteurs, il y a des capteurs un peu partout. Tous les systèmes qu'on utilise, même les plus basiques, produisent énormément de données. La difficulté, elle est, maintenant dans l'interconnectivité de ces systèmes qui vont souvent avoir leur propre logique et le croisement. On parle souvent là des objets connectés, des capteurs qui vont mesurer par exemple la performance sur une chaîne de production. Aujourd'hui l'enjeu il est pas tant de mesurer, le nombre de produits que ma chaîne va sortir, par minute. C'en est un déjà, il est très bien celui-ci à avoir. Mais l'idée c'est de pouvoir aller plus loin et c'est d'intégrer presque la rentabilité et la marge que va me dégager chaque produit et ça c'est quasiment du calcul temps réel. Et un capteur mis uniquement sur une chaîne de prod, il est incapable de calculer ça. Il faut avoir des algorithmes, qui permettent de, mettre en corrélation ce rythme de production avec, les coûts, les prix d'achat et puis surtout, les prix de vente. Pour quel client je suis en train de produire, à combien je vais lui vendre et c'est uniquement en ayant ces informations-là qu'on va pouvoir, prendre les bonnes décisions. Et puis le dernier point, j'y reviens, sur les canaux de distribution, heu, voilà, sur je veux dire la grande majorité de nos clients aujourd'hui, c'est la diversification, hein, sur les canaux de distribution. Ce qui est délicat parce que, lorsque vous travaillez avec des clients, qui sont les grands distributeurs, français, ils ont énormément d'exigences. Ils vous aident aussi à vous structurer, mais si vous voulez travailler avec d'autres clients, il va falloir s'adapter aussi à leurs propres exigences et c'est pas toujours évident de faire coexister, ces différentes typologies de distribution. Je reprends à nouveau, hein, quand vous avez un système industrialisé avec les enseignes de la grande distribution et que vous voulez faire de la vente directe, tout de suite, c'est pas les mêmes calculs, c'est pas les mêmes processus, c'est pas les mêmes façons de faire, c'est pas les mêmes. Deux questions rapides, Ouais. sur la parce qu'on a parlé hier d'un appel à projet, i5, justement qui permet de voilà, financer des solutions numériques pour l'agroalimentaire. Il est question beaucoup de capteurs et je retiens de ce que tu dis, c'est que finalement, la question, elle est pas trop d'avoir des capteurs pour mesurer des choses. Il y a pas besoin de capteurs, enfin, ou tel que tu vois les choses, mais la question, c'est plutôt mettre les données ensemble, quoi, enfin valoriser la donnée. Oui. Alors, après je pense on peut toujours aller plus loin sur des nouveaux capteurs, voilà, sur les capteurs laser, sur les capteurs de température, on peut encore aller, très, très loin sur la complexité des capteurs. Néanmoins aujourd'hui, les capteurs, basiques, je dirais ceux qui permettent de compter, ceux qui permettent de contrôler la température, la reconnaissance d'image par exemple, ça c'est aussi, pour mesurer la conformité d'un produit, le respect des normes, des tailles, donc ça aussi, c'est des choses qui deviennent vraiment aujourd'hui accessibles, qui sont même souvent d'ailleurs parfois plutôt traitées côté logiciel que côté, matériel. Si on prend des caméras de reconnaissance d'images qui vont, identifier, des produits, dans le gabarit ou hors gabarit, c'est pas tellement la caméra qui va faire le boulot ou c'est pas tellement le capteur qui va faire le boulot que, la performance du logiciel à reconnaître ce qu'est un bon produit de ce qui n'est pas un bon produit. Donc ouais, aujourd'hui la problématique elle est plus sur, valoriser, exploiter, la donnée de ces capteurs et pas tellement, trouver le capteur qui correspond. Ça c'est le premier point et l'autre Là-dedans. point, c'est aussi, voilà, qu'il y a quelques années encore, les fabricants de capteurs et en fait surtout les fournisseurs lorsqu'on parlait de l'industrie 4.0 et ce genre de choses, les équipementiers avaient un peu tendance à oublier ou à ne pas prendre en compte, l'hétérogénéité des des lignes de prod. Le fait qu'une usine, elle était rarement montée, voilà d'un seul tenant et que, on était obligé de travailler avec tel et tel équipementier si on voulait avoir des 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 capteurs, compatibles. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de souplesse là-dessus. On peut acheter des capteurs, les faire communiquer avec d'autres systèmes, sans forcément avoir besoin de renouveler toute sa chaîne de production. Et donc à Mmh. nouveau, ouais, pour nous en tout cas, ce qu'on voit avec nos clients, c'est plus, l'enjeu de valoriser Mettre de vraiment cette, l'intelligence. exactement, Mettre de valoriser cette base l'intelligence, de hein. données.
Ouais. Et du coup, ça m'amène à ma deuxième question. Je suis en avais une deuxième, excuse-moi. C'était concernant, les standards d'échange. Alors c'est une question qui me taraude moi depuis ce matin, mais à chaque fois je pose la question, je me dis: «Mais non, c'est Mmh. pas un problème». Alors, est-ce qu'il y a effectivement un problème de standard d'échange, quand on met plein de données ensemble? Est-ce qu'il y a pas un moment donné où ça coince parce qu'on a l'impression de parler de la même chose et en fait c'est pas la même chose? Ouais. Alors il y a plusieurs points. Tu ouvres une grande porte, donc j'essaye de structurer ma réponse. Il y a déjà des organismes de normalisation. Donc, j'indiquais tout à l'heure, nous, par exemple, on est au GS1, donc qui va, structurer tout ce qui est les gènes codes, les codes EAN, et cet élément, traitement de l'information, il est déterminant, alors je dirais dans l'industrie agroalimentaire, pour les produits alimentaires, mais comme il est pour tous les produits. Voilà, quand on voit la diversification des circuits de distribution, les systèmes de drive, de vente à domicile, de livraison, de bref, tous ces trucs-là, on a tendance souvent à ne voir que le visuel. On se dit: «Bah, finalement, il suffit de mettre un visuel et puis je vais choisir le produit». Mais, toute la structuration des produits, elle se base sur, ce qu'on va appeler les métadonnées, la description, la normalisation de ces produits. Donc il y a plusieurs initiatives qui se mettent en œuvre pour normaliser, cela. Alors souvent, en fait, les acteurs de la normalisation, voilà, les acteurs de la grande distribution, hein, souvent, parviennent à imposer, en tout cas par le passé, c'est eux qui ont entre autres travaillé sur la normalisation des échanges EDI aussi. C'est souvent ces acteurs qui ont une force de frappe assez importante qui imposent presque des standards de facto. Mais si on veut les automatiser, forcément il faut qu'on ait des normes, il faut les respecter. Donc c'est souvent une bonne bataille là-dessus. Je reprends un exemple, il y a quelques années, il y a une réglementation qui s'est mise en place qui s'appelle la loi INCO, donc pour information consommateur, et qui demandait à tous les industriels et mais également, dans les points de vente, finaux, hein, d'indiquer pour chaque produit alimentaire la liste des allergènes et d'avoir la liste détaillée des composants. Donc si on prend un petit produit, je prends on a des clients nous dans le chocolat, un petit, ballotin là pour les fêtes de Noël où vous allez, avoir 12 chocolats. En fonction, des ganaches, des enrobages, des différents types de chocolat, des accompagnements, des machins, vous pouvez très, très vite arriver à avoir, une liste de composants qui est, beaucoup plus longue que la capacité d'affichage de la boîte. Donc forcément, le numérique ici, il devient déterminant. Donc ça, c'est, je dirais, la normalisation dès lors que vous échangez avec vos clients et avec vos fournisseurs. On pourrait se dire, finalement, en interne, hem, j'ai pas besoin de normes, voilà, je vais travailler avec mes fichiers Excel pour faire mes calculs de marge et de rentabilité, essayer de trouver, d'optimiser mes modèles. Sauf que, là, on a quelque chose qui pousse, très fort, qui est l'intelligence artificielle. Et y compris sur ces, modèles d'intelligence artificielle, si on veut pouvoir, trouver des modèles, intelligents, des modèles efficaces, on va aller aussi vers une normalisation de la structure des coûts, du pilotage de l'entreprise, sur tout un tas de définitions de termes. Et là, on se rend compte qu'il y a un énorme chantier, qui est la normalisation des indicateurs. Heu, Souvent, c'est très, très hétérogène d'une entreprise à l'autre. Souvent, on se rend compte que les termes vont être utilisés et puis, en fait, quand vous regardez le détail de la formule, c'est pas du tout utilisé de la même façon. Mmh. Bon. Donc voilà pour 7, je dirais les 6 besoins vraiment récurrents dans l'industrie agroalimentaire, et sur lesquels, le numérique forcément aide toujours en tout cas c'est sa vocation, son ambition, à gagner en performance, à mieux piloter, à prendre des décisions, éclairées. Alors Je sinon je j'en profite, on Ouais, on a encore 5 minutes, donc oui. je suis désolé, c'est de ma faute parce que je t'ai fait parler, mais voilà. Non, non, je vais passer, rapidement sur la suivante, puis je vais vous donner quelques exemples beaucoup plus concrets. Bon, ça, c'était juste un point important chez nous qui est de dissocier vraiment dès lors qu'on travaille sur des produits, avec des
sur des produits de longue conservation, on appelle ça versus de l'ultra fast, c'est extrêmement structurant et le fonctionnement des entreprises est très différent, donc on va les traiter différemment. Après, si on reprend un petit peu de hauteur sur des tendances marché pour terminer en 5 minutes, le premier point, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on a 30 des industriels qui rencontrent des difficultés d'approvisionnement. Alors, on pensait que c'était l'effet post-Covid. Avant le Covid, on était en moyenne sur une dizaine de pourcents d'industriels qui rencontraient des difficultés d'approvisionnement. Il semble que ces difficultés, elles vont perdurer malheureusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit vivre là aussi la fin de l'abondance et qu'il faut savoir gérer la pénurie et pour nous, gérer la pénurie, ça veut dire dans un contexte où je ne vais pas pouvoir, satisfaire tous mes clients, lesquels je je privilégie. Et répondre à cette question, elle n'est pas aussi simple, qu'elle pourrait paraître parce que, est-ce que je privilégie, une rentabilité à court terme, une fidélisation plutôt à long terme de mes clients et puis surtout, est-ce que je privilégie peut-être des canaux de distribution sur lesquels je vais pouvoir me dégager une marge supplémentaire? Et derrière, comment je calcule cette marge? Là aussi, il nous faut de la data, structurée, exploitable pour pouvoir, prendre ces bonnes décisions. Le deuxième point, bon, qui est pas spécifique non plus aux industries agroalimentaires, mais concerne également, la difficulté de recrutement, l'intention sur les ressources humaines, et notamment sur des profils hors production, hors opérateurs manuels. Donc là aussi, il y a un chantier important pour les industriels de non seulement d'être plus attractif en termes de conditions de travail, par exemple, mais aussi de pouvoir, sur ces tâches intellectuelles, je dirais, sur ces tâches de back-office, de pouvoir automatiser. On a déjà beaucoup automatisé les chaînes de transformation, les chaînes logistiques, les chaînes de production. Maintenant, c'est les chaînes de gestion qu'il faut pouvoir automatiser. Et le dernier point, du fait du contexte, du fait des points précédents, c'est aussi une contrainte financière, beaucoup plus forte, des difficultés d'investissement qui vont concerner davantage d'entreprises. D'où encore pour nous cette nécessité vraiment de piloter les marges et donc d'avoir des outils de pilotage et de mesure qui soient efficients et efficaces pour prendre les meilleures décisions possibles. Est-ce que vous voulez que je termine par, j'avais pris là quelques exemples de PME, certains de nos clients justement qui mettent en plein ces chantiers peut-être pour être beaucoup plus, enfin encore plus j'espère, factuels et concrets. Est-ce que je peux terminer là-dessus? Je t'en prie. Ouais. Donc là, je vous ai pris donc l'entreprise Sabaro qui est au Puy-en-Velay, donc c'est une entreprise familiale pour le coup. Qui est vraiment enfin, qui vient parfaitement illustrer notre propos là. C'est une entreprise qui, au départ avait un seul canal de distribution sur des épiceries fines et puis qui s'est diversifiée, sur de la grande surface, sur des produits en marque de distributeur et qui maintenant vient aussi valoriser ses propres produits. C'est une entreprise qui fait, j'ai pas dit, c'est 150 salariés, c'est 56 millions d'euros, c'est une très, très belle croissance. Alors il se trouve aussi qu'ils surfent en plein sur le végétal, voilà, sur les légumineuses, le gros boom des légumineuses et ils en vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Amazon, et sur les autres plateformes de commandes en ligne, à tel point qu'ils ont, l'année dernière complètement, repensé leur capacité de stockage pour intégrer des robots ce qu'on appelle des robots de picking. Donc c'est-à-dire eux, ils sont pour le coup dans la longue conservation, donc ça leur pose pas de difficulté à ce niveau-là. Ils ont des robots qui vont, automatiquement aller, dans les rayonnages, prendre les produits, les références qui vont bien pour préparer les commandes, notamment les commandes Amazon. Et puis à côté de ça, une entreprise qui investit aussi, pour piloter son circuit de distribution GMS dans un système de relations clients de façon à pouvoir vraiment piloter au quotidien, même remonter de tous les points de vente, des grands distributeurs, des informations, de vente, de disponibilité des produits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le relevé linéaire qui est un énorme chantier dès lors qu'on travaille avec la grande surface. Et puis j'en avais un autre aussi
ici, qui est le groupe GMD, qui est un grossiste sur la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, je vais pas lister tous les tous les points qu'ils ont fait ici. Ils sont spécialisés dans l'ultra frais, donc pour la RHD. Et en fait, un des éléments qui leur permet de se démarquer, c'est la réponse extrêmement précise aux besoins de leurs clients, c'est la fidélité, c'est la satisfaction. Et un des points clés pour ce groupe, ce qu'il a identifié, c'est justement comment centraliser l'exploitation de ces datas pour l'utiliser en permanence dans ses prises de décision. Optimiser les tournées, optimiser les stocks, optimiser les processus de prise de commande, faire en sorte que les choses soient les plus rapides possibles, les plus efficaces possibles. Et pour ça, ça demande d'avoir de la data et de bien l'exploiter. Bon, j'en avais un autre, mais je préfère terminer là, parce que je pourrais y passer beaucoup de temps encore. Peut-être qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? S'il y a des questions dans le chat, peut-être pas. Non, pas de questions, ça a dû être clair. Et Du coup, oui, donc enfin cet événement là est resitué dans le cadre de l'IDIH d'Occitanie qui s'appelle Occitania, et on met notamment en avant la technologie IA. Donc ma question pour toi, ce serait voilà, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui, enfin, c'est quoi l'IA? Qu'est-ce que tu mets derrière l'IA dans tes pratiques actuelles et voilà, par rapport aux enjeux numériques que tu Ouais. nous as balayés en agroalimentaire, qu'est-ce que tu mets derrière ça? Bah, De façon assez pragmatique, c'est-à-dire aujourd'hui, ouais. comment ça se passe, et puis à relativement court terme, comment tu vois voilà, l'intégration de l'IA dans tes pratiques, quoi. Ouais, bon, l'IA, en effet, c'est un vaste sujet. C'était aussi le sujet avec Valorial la la semaine dernière. Bon, ça fait vraiment les choux gras de la presse, là, surtout ce week-end. Bon, le truc du moment, c'est ce qu'on appelle l'IA générative, les systèmes auto-apprenants. La mise en pratique concrète, c'est que aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît à peu près la technologie de ChatGPT, à qui on peut poser n'importe quel type de question. La source d'information de ChatGPT, c'est en gros, c'est tout internet. Donc ce qui explique que les réponses sont parfois vagues, très, pas toujours pertinentes, et que parfois, c'est même des âneries qui remontent. Là, la grosse tendance de fond, je pense, ou ce vers quoi on va, ça va être la possibilité de construire des espèces de mini ChatGPT, extrêmement adaptés, aux pratiques de chaque industriel. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille. L'intérêt, il est entre autres de permettre à des agents, à nouveau, de gagner du temps, de là où on leur demande d'aller chercher, je sais pas, on a parlé par exemple des certifications, de toute la procédure qualité, de toute cette documentation-là qui peut parfois être lourde et fastidieuse. Plutôt que de prendre 10, 15, 20 minutes pour aller chercher des éléments dans une documentation existante, par ces intelligences artificielles génératives qui ont cette capacité d'indexation, qui ont cette capacité d'extraire même des connaissances à partir de documents existants. On va pouvoir interagir avec ces agents conversationnels pour à nouveau gagner toujours quelques minutes, quelques précieuses minutes. Ça, c'est un point. Et l'autre point aussi là qui change beaucoup, et pour revenir sur un élément que j'ai donné en amont, au niveau de la reconnaissance d'image, voilà, alors c'est pas nouveau, hein, le fait d'avoir des caméras qui vont reconnaître qu'un produit semble conforme ou pas, voilà, qui respecte bien le gabarit, qui respecte bien le cahier des charges. N'empêche que mettre en place ces systèmes-là était encore assez coûteux et très lié à nouveau à l'équipementier, à la machine qui allait être mise en place. Là, il y a une telle démocratisation des outils d'intelligence artificielle qu'on pourra, sans forcément avoir de grosses compétences techniques, paramétrer nos propres caméras, nos propres systèmes de reconnaissance pour identifier si sur une chaîne de production, le produit est à conserver, ou si au contraire il doit être écarté de la ligne de prod.
Voilà à peu près sur ces aspects-là autour de l'IA, mais là sur l'IA générative, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Après, le gros enjeu quand même, et qu'on a tendance un peu à masquer, c'est l'effort nécessaire pour que ces intelligences artificielles apprennent, et c'est une consommation d'énergie hallucinante, et c'est un peu contradictoire avec aussi tous les efforts qu'on peut faire pour en permanence produire moins de carbone, consommer moins d'énergie. Ça, c'est un des éléments qui est trop peu, je pense, expliqué, explicité. C'est la dimension extrêmement consommatrice d'un point de vue énergétique, de tous ces algorithmes, de toutes ces machines, de tout cet hébergement qu'il faut qu'on ait bien en tête également. On parlait ce matin des ACV, des solutions numériques. Effectivement, ce sont des choses à prendre en compte, effectivement. Pour pas rajouter du problème au problème. Ouais, faut l'avoir en tête. Certaines, alors c'est aussi très difficile de calculer, mais souvent on dit que l'aviation produit, je sais plus 5% entre 4 et 5% des gaz à effet de serre dans le monde. Certains chercheurs, alors après il faut rester très prudent, estiment que le numérique produit à peu près autant. C'est les ordres de grandeur qu'on a effectivement actuellement. Ok, je pense qu'on va terminer là. Ouais. Je vous repasse la main pour les 2 dernières diapos. Oui, c'était juste les remerciements et la suite de la journée, mais du coup, vu que c'est le dernier webinaire. Oui. Tac. En fait, la suite de la journée, pour ce qui concerne le secteur agri-agro, c'est entre guillemets terminé, mais il y a quand même un webinaire Transfo Digital Day à 16h sur l'IA responsable. Donc, écoutez, je vous invite à clôturer la journée. Voilà, c'est une bonne transition à clôturer la journée là-dessus. Et pour ceux qui n'ont pas de rendez-vous, parce que les rendez-vous en digital se sont poursuivis tout au long de la journée. Et il nous reste à vous remercier de votre attention et à vous souhaiter une bonne fin de semaine, et surtout, on espère vous retrouver lors de prochains événements. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.